Les animateurs de cette balado-diffusion n'ont aucun conflit d'intérêt à déclarer en lien avec l'épisode qui suit. Bonne écoute! Bienvenue au Pharmascope. Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode du Pharmascope. Je m'appelle Nicolas Dugré, je suis pharmacien au CIUS du nord de l'île de Montréal. Bonjour tout le monde, je m'appelle Olivier Massé, je suis pharmacien dans le même CIUS. Bonjour tout le monde, je m'appelle Amélie Gravel, je suis médecin de famille au GMF Sacré-Cœur dans le même CIUS. Comment ça va? Ça va bien vous autres? Ça va? Bonne année? Bonne année. Oui, bonne année. Ton premier, je vais dire, épisode standard à titre de co-animatrice du Pharmascope, Mme Gravel? Tout à fait. On dirait que ça se peut que je t'appelle Madame Hubert une fois de temps en temps encore par erreur, je t'avertis, OK? C'est correct. Alors, très heureux de t'avoir parmi nous. Merci beaucoup de Pareil. me recevoir à long terme, Contrat à vie, hein, on te l'a dit. minimum. Pas d'affaire là, de je m'en vais à FMOQ, patati patata, là. Je pense qu'on l'a perdu, Oli. J'ai déjà quitté. Je suis partie en courant. Bon, un peu de sérieux, un peu de sérieux. Alors, épisode donc régulier aujourd'hui, on en revient à un bon vieux classique club de lecture. Et on part ça en force avec toi, Mme Gravel. Oui, alors aujourd'hui, je vais vous parler de l'étude de Attain-1. Donc, pour continuer sur la lignée des molécules que je présente qui se disent pas, le titre c'est Orforglipron ou l'orfoglipron, an oral small molecule GLP-1 receptor agonist for obesity treatment. Ça, attends, là, pour vrai, ce nom de médicament-là, je sais pas c'est dans quelle langue, à l'origine. Ça peut pas être dans une langue latine, là. Je sais pas, Orforglipron. Il y a beaucoup trop de R, je pense. je suis tout à fait d'accord avec toi. On dirait que j'ai peur de le prononcer à haute voix. Fait que bref, Ouais. avec le titre que tu as donné, j'en comprends que c'est encore un GLP-1 pour perdre du poids. Exact, bien joué. Fait que là, tu me dis, mais qu'est-ce que l'orforglipron, n'est-ce pas? Ouais, exactement. Donc, l'orforglipron, c'est un agoniste du récepteur GLP-1. Donc, ça imite le GLP-1, l'hormone qui régule l'appétit. Donc, comme toute la classe là, qu'on connaît déjà en injectable. Par contre, cette molécule-là se donne par voie orale. Et la particularité qu'elle a, c'est que c'est une petite molécule non peptidique. Donc, ça lui confère comme avantage, là, c'est que ça permet, entre autres, de résister à l'acidité de l'estomac et d'être absorbé dans l'intestin. Fait que bref, un GLP-1 oral qui s'absorbe bien. C'est cela. Donc, étude randomisée à double insu qui a été menée entre juin 2023 et juillet 2025 au niveau multinational, donc dans 9 pays, 137 centres. Donc, c'est une étude de 3127 patients adultes, obèses et non diabétiques qui avaient eu un échec là, de perte de poids avec des changements nutritionnels. Évidemment, par obèse, on entendait un IMC en haut de 30 ou entre 27 et 30 avec au moins une complication là, liée à l'obésité comme l'hypertension, la dyslipidémie, une maladie cardiovasculaire ou de l'apnée du sommeil. De l'étude, on excluait les patients avec un diagnostic de diabète puis ceux qui rapportaient aussi un changement de poids de plus ou moins 5 kilos dans les 90 jours précédents. En fait, les mêmes critères d'inclusion puis d'exclusion qu'on voit sans arrêt dans toutes ces études-là. Là. Exactement. Donc, qu'est-ce qu'on étudiait? On étudiait tu vois, c'est toujours encore difficile. L'orforglipron. Tu sais que moi et Oli, j'en dirais, je sais pas, je devrais te le dire, là, mais il y a une raison pour qu'on t'a laissé cette étude-là. Clairement, moi, je l'aurais jamais choisi. Là. J'ai pas bien compris quand tu l'as dit avant, je sais pas si c'est possible de répéter. Oui, alors, on étudiait l'orforglipron à dose de 6, 12 ou 36 mg là, contre placebo selon une randomisation là, 3 pour 3 pour 3 pour 4. Donc, 4 dans le groupe placebo. Puis à ce moment-là, les deux groupes étaient soumis aussi à un counseling individualisé au niveau alimentaire avec de l'entraînement physique là, pour toute la durée de l'étude. Donc, l'issue primaire qu'on voulait mesurer, c'était en fait le pourcentage de réduction de poids corporel par rapport au niveau de base des patients après 72 semaines. Fait que là, je présume que là, après 72 semaines, dans le fond, c'est le classique période de titration du médicament, puis 52 semaines à la dose cible. Là. C'est tout le temps un an d'habitude, cette affaire-là. Là. Exactement. Parfait.
Donc, qu'est-ce que ça a donné? Comme on disait, les 3127 participants à l'étude, qui étaient entre autres composés de 35 d'hommes, chez qui on avait aussi 57 de Caucasiens, 29 d'Asiatiques, 9 de personnes noires, donc avec une bonne diversité. On avait une perte de poids moyenne après 72 semaines qui était de 2,1 avec placebo, 7,5 à 6 mg, 8,4 à 12 mg et 11,2 à 36 mg. Donc, une supériorité statistiquement significative de l'orphoglipron à toutes les doses. Fait que 11% avec le 36 mg. Fait que Qu'on- grosso modo, là, on n'est pas dans des comparaisons directes, évidemment, mais on n'a pas le fameux 15% qu'on va toujours chercher avec le semaglutide dans les études de patients non diabétiques ou le fameux 20% qu'on va chercher avec le tirzépatide, là. On semble être un petit peu, puis là, je répète, là, c'est pas de la science vraiment ce que je dis là, mais ça semble être un petit peu plus bas. Si on compare même le sémaglutide Péros, on en a déjà parlé là, dans le traitement de l'obésité, Mhm. ça s'apparentait aussi tu sais, à une réduction d'environ 15 là. On n'a pas de comparaison directe, là, mais ça semble aussi un petit peu moins bon que l'orforglipron. Oh, bien Ouais, joué, Olivier. je me suis essayé. Bien joué. Donc, c'est ça, le sémaglutide Péros semble être un petit peu meilleur aussi. Parfait. Donc, au niveau des autres issues secondaires, ce qui était analysé dans l'étude, c'était aussi le pourcentage de patients qui avaient perdu plus que 5 de leur poids, 10 de leur poids, 20 de leur poids. Et ce qu'on observait, c'est qu'il y avait 33,3 des patients qui avaient perdu plus que 10 avec une dose de 6 mg, 40 à 12 mg et 54,6 à 36 mg contre 12,9 avec placebo, ce qui nous mettait à un NNT entre 3 et 5. Quand même. Ouais. Donc, l'autre chose aussi, c'est qu'il y avait plusieurs autres paramètres métaboliques qui avaient été regardés, là, puis on voyait qu'il y avait une diminution là, du tour de taille, de la pression artérielle systolique, des triglycérides, du cholestérol, de l'hémoglobine glyquée, de l'insuline à jeun également. Toutes des affaires qu'on s'attend à voir avec des GLP-1. Exactement. Parfait. Donc là, vous me direz, oui, mais est-ce bien toléré? Donc, tu sais, dans l'étude, là, ce que ça montrait, c'est une sécurité qui était relativement rassurant, qui était cohérent avec les effets là, qu'on observe avec les autres GLP-1. Donc, c'était principalement gastro-intestinal, donc plus des nausées, des vomissements, des diarrhées, de la constipation. C'était des effets qui étaient généralement d'intensité légère à modérée, surtout pendant la phase d'augmentation de la dose. Pendant l'étude, il y a eu 5 cas de pancréatite légère dans les groupes traités par orforglipron. Par contre, c'est tous des cas qui ont récupéré sans séquelles. Ensuite, il n'y avait pas de cas de cancer médulaire de la thyroïde, parce qu'on sait que c'est un risque théorique avec les agonistes GLP-1. Et surtout, l'avantage, c'est qu'il ne semblait pas y avoir de toxicité hépatique, contrairement à d'autres médicaments là, comme le lotiglipron puis le danuglipron qui avaient été en développement, mais dont le développement a été cessé justement pour cette raison-là. Une Donc, famille, ça, les glyprons. Je ne savais même pas que ça existait. ben, c'est ça, les deux premiers ont manifestement manqué leur entrée. Donc, Mais on dirait qu'il était moins dur à dire, par exemple. il y avait moins d'air. Il y avait moins de... Mhm. Exact. Donc, au niveau des effets secondaires, là, on a 5 à 10 des patients qui ont arrêté le traitement à cause de leur forglipron contre 2,7 dans le groupe placebo en raison des effets indésirables. Donc, c'est ça. Je pense que tu l'as bien dit, mais on n'a pas vraiment de nouveau sous le soleil ici par rapport au GLP-1. Non, exact. Donc, on a une molécule de plus dans notre arsenal par voie orale. Mais comme tu disais, les pourcentages de poids par rapport aux injectables ou par rapport aux sémoglutides de Péros, c'est sûr qu'on n'a pas quelque chose de révolutionnaire là, avec l'orforglipron. Mais bon, c'est quand même un traitement qui montre une efficacité là, avec une perte de poids d'environ 11 puis quand même jusqu'à 54 des patients qui présentent une perte de poids de plus que 10 puis bon, ben après ça, on pourra voir, là, oui, on a plein de paramètres métaboliques qui semblent améliorer, mais est-ce que ça sera associé à une diminution des événements cardiovasculaires comme ce qui avait été montré, par exemple, dans SELECT? Ça sera à déterminer, là. Ouais, j'imagine qu'ils vont se rendre là à un moment donné. Puis quand même, tu sais, oui, pilule orale, oui, on a le sémaglutide, mais le sémaglutide, c'est quand même un paquet de troubles à prendre, là. On le sait, là. Faut que tu le prennes à jeun le matin avec un petit peu d'eau, espacer des autres médicaments, pis ci, pis ça. Fait que Mhm.
je sais pas, leur fort gris. Ben, d'abord, leur fort glipron. Hey, ça marche pas dans une bouche, Mais cette non, non, histoire-là. non, Qu'est-ce que non. c'est ça? Ben, l'orforglipron, comme tu dis, Ça? en fait, il n'y a pas de. Ça a l'avantage que ça peut être pris là, sans égard à la nourriture, aux apports liquidiens. On n'a pas besoin d'être à jeun. Donc, de son statut, justement, de molécules non peptidiques, là. Donc, ça, Fait c'est que, intéressant. ouais, c'est ça. Ici, il y a quand même un avantage potentiel, là. Tout à fait. Parfait. Y avait-tu d'autres choses qu'on voulait dire sur ce médicament-là? Hein? Hein? Tu Ah, veux comment elle m'en sorti? Fait que, tu sais, qu'est-ce qu'il y a d'autre par rapport à l'orfoglipron? Ben, c'est sûr qu'il y a Eli Lilly là, qui a un programme en cours là, qui s'appelle Achieve, qui compare l'orfoglipron à plein d'autres molécules. Donc, on a Achieve 1, 2, 3, 4, 5. Donc, Achieve 3, entre autres, est une étude ouverte de 52 semaines qui compare spécifiquement l'orfoglipron au sémaglutide pour évaluer le contrôle glycémique et la perte de poids chez les patients diabétiques. Donc, ça va être intéressant. Fait que dans le fond, le programme Achieve, c'est les études en diabète. Puis là, un petit rappel historique. Eli Lilly, c'est les fabricants du tirzépatide, du Mounjaro, en guerre commerciale, évidemment, contre Novo Nordisk, le fabricant du sémaglutide, le Zampic, le Wegovy. Fait que là, on voit qu'ils rajoutent des soldats dans leur grande guerre commerciale, là, ici. mhm. Exact. C'est ça. Puis on a aussi Attainder qui est sorti là, récemment dans le Lancet. C'est un peu le même concept là, de l'étude, mais chez les patients diabétiques. Puis à 1 an, ce qu'on observait, c'était une perte de poids moyenne avec la dose de 36 mg d'orfoglipron qui était autour de 10%. Ça, tu vois, ça ressemble plus à ce qu'on voit typiquement dans les études de sémaglutide chez les jeunes diabétiques. Fait quand même, il faut Oui, toujours faire attention avec les comparaisons pas directes, évidemment. Puis là, qu'on se comprenne bien, là, je suis rendu loin dans le fantastique ici, là. Mais est-ce que c'est le 11% de l'étude Atteindre 1 dont on vient de parler qui s'en est mal tiré, mettons, là? exact. Fait qu'à suivre, bref. Voilà. Excellent, merci. Prochaine étude, c'est mon tour. Mhm. Moi, je suis allé avec des noms de médicaments vraiment plus faciles à prononcer. Les Un oméga homme 3. sage. Exact. Expérience qui parle. Les oméga Mhm. 3. Fait que l'étude de PACES, donc c'est quoi le signe astrologique, ça, en français, le poisson? Poison. Poisson. Je suis pas bien bon en signe astrologique, mais on va le dire, là. Fait que l'étude poisson, étude Mhm. randomisée contrôlée, donc d'oméga 3, effectivement, qui est sortie dans le New England il n'y a pas longtemps par Locke et collaborateurs. Étude qui a décidé d'aller vérifier l'efficacité des oméga 3, cette fois-ci chez des personnes hémodialysées. Ce qui est quand même, si on y pense une seconde, là, dans un objectif cardiovasculaire, là, ce qui est quand même audacieux, je dirais. Parce que la Mhm. population hémodialysée, historiquement, s'en sort pas super bien avec des thérapies préventives cardiovasculaires. Non. On peut penser aux statines, là, mettons, là, qui se sont essayées puis qui n'ont pas très bien performé. Une des hypothèses derrière ça, évidemment, c'est que ben, les gens hémodialysés sont des gens assez malades avec bon, des pronostics variables, mais je veux dire, ils sont plus à risque de bien des complications là, que des gens pas hémodialysés, évidemment. Fait que ça semble être difficile de démontrer des bénéfices clairs avec des thérapies plus spécifiques chez cette population-là, mais écoute, ces gens-là ont décidé d'y aller. Une étude canadienne en plus, qui a été réalisée au Canada, mais aussi en Australie, et qui est non financée par l'industrie, quand même, très Chapeau. fort. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris des adultes sous hémodialyse, donc des hémodialysés évidemment là, réguliers, chroniques, là, donc des gens qui avaient une thérapie 3 4 fois par semaine. On les a randomisés à soit 4 grammes d'oméga 3 aromatisé au citron, hein, Wow. pourquoi pas, qui contenait au final là, 1,6 g d'AEP puis 0,8 g d'ADH une fois par jour. Dans le groupe contrôle, on utilisait un placebo d'huile de maïs aromatisé au citron. Question de J'adore. J'adore. pas savoir qu'est-ce que tu reçois. Chapeau. On a mesuré plein d'affaires. Les primaires, c'est un issue composite de tous les événements cardiovasculaires majeurs, donc mortalité cardiovasculaire, infarctus, AVC, mais aussi une maladie artérielle périphérique menant à une amputation. On Hmm. on voit pas ça typiquement, mais bon, C'est pourquoi quand pas? même cliniquement intéressant comme Ben oui, événement. absolument, absolument. Euh, Fait important à noter. Chaque événement était compté. Donc, un participant pouvait fournir plusieurs événements. Je ne sais pas si cette phrase-là était simple à imager, mais l'idée, c'est que généralement, dans une étude de ce genre-là, les patients vont être censurés après avoir contribué à un premier événement. Ce qui fait qu'un patient ne peut pas
fournir plusieurs événements parce qu'évidemment, tu peux faire un infarctus, te faire amputer, puis après ça, mourir du cœur. Mhm. Right? Ici, ils ont décidé de faire ça comme ça, mais faites-vous-en pas dans le résultat, je vais vous montrer. Là, on a d'autres sous-analyses là, plus classiques. Alors, qu'est-ce que ça a donné? 1228 participants, d'un âge moyen de 64 ans, hein, ce chiffre magique, évidemment, dans Mhm. toutes les études cardiovasques, dialysés en moyenne depuis 4 ans. 35% avaient un antécédent cardiovasculaire déjà documenté, puis un peu plus de la moitié était sous statine. On a suivi ces gens-là pendant une moyenne de 3,5 ans. Et qu'est-ce que ça a donné sur les supprimeurs? Là, ils ont fait des taux un peu uniques. Fait que c'est présenté par 1000 patients jour. J'ai jamais vu ça. Moi non plus. On dirait que je sais pas comment interpréter Ouais, ça. ben, tu vas voir, je vais te les convertir. Mais officiellement, le résultat, c'est donc, dans le groupe sous oméga 3, un taux de 0,31 événements par 1000 patients jour contre 0,61 événements par 1000 patients jour dans le groupe placebo, ce qui donne une diminution relative de 43%, qui est statistiquement significative, puis très statistiquement significative. Si on convertit ça dans un chiffre peut-être un peu plus typique déjà, comme le 100 patients année, c'est mieux ça? Mhm. C'est plus Ça parle parlant. plus. Fait qu'on parle de 11 événements par 100 patients année dans le groupe traitement contre 22 événements par 100 patients année dans le groupe placebo, qui ramène évidemment la diminution là, de presque moitié. Mais attends, Nico, quasiment 50% de réduction des événements cardiovasculaires. On T'as voit bien pas ça compris. souvent. On voit pas ça, j'ai envie de dire jamais. Ouais, même chez les patients non dialysés, on voit jamais ça, mais chez les patients dialysés, on voit vraiment jamais, jamais, jamais ça. Je sais, je sais. Puis si on regarde les morceaux du composite, on a les mêmes résultats. À quelques, ça se promène un petit peu là, à gauche puis à droite, évidemment, là, mais les mêmes résultats sur tous les morceaux du composite. On a par contre aucune différence sur la mortalité toute cause. Puis tu sais, très peu de tendance. Là, donc 29% de décès dans le groupe sous traitement contre 32% dans le groupe placebo. Ce qui m'apparaît quand même un peu étonnant. Je veux dire, il n'y a pas une corrélation nécessairement directe entre l'un et l'autre, mais à un moment donné, à force de sauver des mortalités cardiovasculaires, des infarctus, des AVC, on imagine que tu peux espérer sauver des décès. Mhm. Ça n'a pas été le cas. Puis si on regarde là, l'analyse plus typique, c'est-à-dire la proportion de gens avec au moins une issue, fait qui ont produit au moins un des événements, on est à 35% dans le groupe oméga 3 contre 44% dans le groupe placebo, ce qui se traduirait par un NNT à 10 pour sauver un événement majeur. Mm. Wow. Fait que des chiffres, ma foi, impressionnants. Tout ça Puis, pour du poisson. ben, tout ça pour des oméga 3, effectivement. À moins que ce soit la saveur de citron. Mais en même temps, il l'avait dans le groupe placebo. Fait que Ouais. des chiffres impressionnants. Je vais revenir après sur, par rapport à ce qu'on a vu dans le passé, mais rapidement, les effets indésirables aussi. Dans d'autres études là, qui ont été publiées dans les dernières années, il y en a eu plusieurs, des grosses études d'oméga 3. On peut parler du Reducit notamment, qui a fait le sujet d'un épisode du Pharmascope, mon Dieu, en 2018, j'imagine, quelque chose de même. On avait noté dans certaines de ces études-là là, une augmentation des saignements puis une augmentation du risque de fibrillation auriculaire. Ici, moins de saignements dans le groupe oméga 3, 5% contre 8% dans le groupe placebo. J'ai pas trouvé de données rapportées en lien avec la fibrillation auriculaire. Fait que je sais pas si ça n'a pas été évalué ou documenté ou je ne sais quoi, j'ai rien trouvé. Mais Dommage. fait qu'une étude que si on fait juste se regarder elle toute seule, relativement vite, on dirait que tu te dis, ben voilà, donnons des oméga 3 à tous les gens hémodialysés dès demain. Ben oui, avec les résultats que tu nous as démontrés et tu nous as montrés, oui. Je veux dire, c'est de la dynamite, là. Mais évidemment, une étude tannante, là. Je ne compterai pas de menterie. C'est embêtant. On dirait, puis là, tu sais, là, on va spéculer, là, soyons clairs, là, je sais pas trop, là. On dirait que c'est comme trop beau pour être vrai. D'ailleurs, fun fact, pour ceux qui connaissent pas, là, on utilise couramment un, je sais pas comment tu appelles ça, là, je vais dire un, Oli, tu me diras si c'était le meilleur mot, un système de repérage d'études scientifiques dans le monde de la publication, Evidence Alerts. Mhm. Donc, en gros, c'est un truc auquel tu t'abonnes, c'est gratis. Si vous ne connaissez pas ça, ça vaut vraiment la peine en passant, là, pour ceux qui aiment ça, se garder à jour sur les publications scientifiques. Puis, ils t'envoient là, sur une base régulière un courriel avec un paquet d'études qui ont été publiées dans un paquet de journaux, qui ont screené, qui ont évalué, qui ont commenté, puis tout ça. Et cette étude-là est apparue là, dans leur rapport il n'y a pas longtemps et a été retirée. Ça fait des années là, qu'on utilise ça. Puis c'est la première fois que je vois ça. Il y a une mention qui dit que
initialement, elle a été retenue, puis après ça, en évaluant davantage, puis en considérant leurs critères d'inclusion à eux, ils ont retiré l'étude. Fait qu'on se comprenne bien, là, elle n'a pas été retirée du New England. Mais dans Evidence Alert, ça a été retiré, ce que je n'ai jamais vu par le passé. J'ai essayé de voir dans leur liste de critères sur quelle base elle a été retirée, puis j'ai pas vu. Mais visiblement, il y a quelque chose qui les a fatigués eux aussi. Puis là, une petite mise en contexte, là, parce que comme j'ai dit tantôt, il y a plein de grosses études qui ont été publiées ces dernières années sur les oméga 3. Il y a effectivement Reducit, qui est celle qui a marché là, en 2018, où on avait testé des oméga 3 purifiés, là. J'aime beaucoup le Mhm. mot purifié sur ces produits-là. Puis qui avait effectivement fonctionné. Là, on avait une diminution relative des éléments cardiovasculaires de mémoire de genre quelque part entre 20 et 25. Fait qu'il y avait des résultats quand même très intéressants, mais à l'époque de Reducit, je pense qu'on ne s'est pas emballé plus qu'il faut parce que ça l'a mené aux produits sur le marché là, commercialisés sous le nom de Vascepa ou Vascepa. C'est comme Bruschetta ou Bruschetta, je n'ai jamais vraiment su. Qui coûte beaucoup de dollars, là, genre 300 pièces par mois, qui est quatre grosses patentes d'oméga 3, pis ci, pis ça. Fait qui vient avec ses enjeux, bref. Puis on avait d'autres études, disons, qui diminuaient notre confiance envers les oméga 3. Fait qu'il y avait l'étude Strength, notamment, qui est sortie pas longtemps après, en 2020, où on a comparé une combinaison d'EPA, d'AEP puis d'ADH contre un placebo cette fois-ci pendant quelques années. Puis tout ça, puis l'étude a été cessée prématurément finalement pour futilité parce que ça donnait absolument rien. Là, il y a plein d'affaires qui sont sorties dans cette époque-là, du genre, ah ben Reducit a beaucoup marché parce que leur placebo à eux, c'était un placebo d'huile minérale, puis apparemment que l'huile minérale, ça avait peut-être eu des effets négatifs. Fait qu'il y aurait peut-être, là, je spécule encore une fois ici, qu'on se comprenne bien, mais qu'il y aurait peut-être donc favoriser l'efficacité du produit étudié. On a eu d'autres études aussi, là, tu sais, Vital, Oli, une de tes préférées parce que c'est l'une ou la plus grosse étude randomisée contrôlée de vitamine D. Je sais pas, y a-tu Mm. plus gros que Vital? C'est la plus grosse C'est la plus à ce grosse, jour. hein? Fait que Ouais. Vital avait fait une randomisation factorielle chez plus de 25 000 participants. Fait qu'il y avait tout un bras vitamine D, mais il y avait aussi tout un bras oméga 3. Puis ça n'a absolument rien donné. Bon, une des critiques de Vital, c'était que peut-être que la dose n'était pas assez grosse. On était plus dans le 1 gramme par jour. Il y a eu Ascend aussi, 15 000 patients c'était des gens diabétiques. Ça n'avait pas fonctionné. Bref, la littérature de façon globale, jusqu'à là, semblait plutôt être en défaveur d'un bénéfice des oméga 3 en prévention cardiovasculaire, avec encore le bémol de Reducit, puis de son produit purifié, puis nanana, qu'on ne savait pas trop. Mais typiquement, moi, en tout cas, quand je parlais de Reducit, j'avais pas le choix de finir avec la fameuse conclusion que je déteste, mais on a une étude positive, on a plusieurs études négatives. Effectivement, c'est pas exactement le même produit, c'est pas ci, c'est pas ça, mais on dirait que je reste sur ma faim. Puis là, ben, on a ça. Euh, Fait que tu sais, je pense pas qu'on va être capable de donner une conclusion, une réponse sur l'étude PACES aujourd'hui. On dirait que ça reste fatigant. On dirait que même si j'ai ça, cette conclusion-là, on dirait que j'ai le goût de dire que Hey, ça prend une autre étude, ça Nico, prend une autre clairement étude, je ici, là. pense, Ben là. oui, ben oui. En même temps, je veux dire, je pense pas qu'il faut non plus la mettre de côté d'emblée en se disant les chiffres sont trop beaux pour être vrais, fait qu'on ne la considère pas, là, tu sais. Il reste que c'est une étude non financée par l'industrie, chez qui une intervention relativement simple a permis de diminuer significativement les événements cliniquement graves, là. Fait que, tu sais, la comparaison la plus proche, là, je répète, là, mais parce que on dirait que j'ai pas le choix de retourner ça dans ma tête sans arrêt pour essayer de me faire une tête, mais l'étude Strength 2020, grosse étude là, de plus de 13 000 participants à haut risque cardiovasculaire, chez qui on a utilisé 4 grammes d'oméga 3 contre un placebo d'huile de maïs, fait qu'on parle de traitement là, très similaire à ce qu'on a fait ici. Puis cette étude-là, on se rappelle, a été cessée prématurément parce que ça donnait rien. Mm. Mm. L'enjeu, c'est vraiment qu'on place l'étude dans sa globalité par rapport aux autres études, puis au reste de la littérature disponible. C'est là que faut venir un peu mitiger notre niveau de confiance, là. Fait que, mais quand même, je veux dire, super intéressant. Tant mieux, mon Dieu, si quelqu'un a réussi à trouver quelque chose d'efficace et d'accessible pour une population très à risque comme les gens dialysés. Mais effectivement, on dirait que je reste un peu embêté sans avoir d'autres études qui viendront confirmer ces résultats-là. Mais tu sais, quelqu'un demain matin me dirait.
je suis dialysé, j'ai vu ça, j'aimerais ça essayer un supplément d'oméga 3. On dirait que j'aurais quand même peu de contre-arguments forts, là. Hmm. Voilà. Mais quand même, chapeau là, aux gens qui ont fait l'étude de Paces. Super intéressant. La suite à suivre. Dernière étude, Monsieur Massé. Mhm. On va maintenant jaser de l'étude Vesalius-CV, une étude randomisée contrôlée d'Evolucumab. J'ai bien de la misère avec son nom, là. On dirait Ah que le ben là, nom c'est quand même. commercial. Hey. Ouais, Moi, c'est. là, je Ouais, suis pas d'accord, là. Moi, Je on suis m'a fait d'accord. répéter Orforglipron comme 162 fois, là. ouais, non, J'avoue mais que je donne moi, le point à Amé là-dessus, là. l'expérience m'a amené quand même à choisir une étude avec un médicament plus facile à prononcer, quand même. Mais je tiens à dire, Evolocumab, je trouve que ça sonne pas bien en Ah bouche. ouais, moi je trouve que ça coule bien quand même, Hmm. Evolucumab. Bon. Donc, c'est un inhibiteur du PCSK9, hein. Cette fois-ci, on l'a étudié dans une population sans antécédents d'événements cardiovasculaires. C'est une étude qui a été publiée dans le New England par Bo Hula et collaborateurs. C'est une étude qui a été financée par Amgen, le fabricant de l'Evolocumab, et qui a été conduite dans 774 centres dans 33 pays. Fait que peut-être juste, tu te dis, là, tu sais, en prévention primaire, il faut le mentionner, en fait, c'est la première étude digne de ce nom avec un inhibiteur du PCSK9 en prévention primaire, là. Tout à fait, tout à fait. On avait déjà eu deux grosses études dans le passé en prévention secondaire, les études Fourier et Odyssée. Il y en a une de ces études qui était sur l'évolucumab et l'autre sur un autre inhibiteur du PCSK9 dont j'oublie le nom. L'arilocumab ou l'aliro. Je sais jamais le L puis le R. Ça sonne comme ça, là. Puis ces études-là avaient fonctionné, avaient démontré une diminution relative des événements cardiovasculaires majeurs, mais sans diminution de la mortalité toute cause au final. Non, non, pas de façon constante. On n'avait pas de bénéfice sur la mortalité de façon constante dans les deux études. Alors, Donc, ici, on a une population qui était comprise d'hommes entre 50 et 79 ans ou de femmes entre 55 et 79 ans et qui présentaient soit des LDL supérieurs à 2,3 nanomol par litre, soit un cholestérol non HDL supérieur à 3,1 nanomol par litre, ou soit un apolipoprotéine B supérieur à 80 mg par on, décilitre. On on dirait que je voit ne sais pas on voit trop. notre confort avec ces marqueurs-là qui nous servent jamais. En le lisant, je me disais, ça réfère à quoi cette affaire-là? Puis ce seuil, je ne sais pas vraiment. Mais Ça doit ça pas. doit pas être bon, C'est là. ça, exact. Ça doit pas être bon. Euh, Sinon, les patients ne devaient pas avoir eu d'infarctus du myocarde ou d'AVC dans le passé, mais ils devaient avoir soit une maladie coronarienne athérosclérotique, soit une maladie cérébrale athérosclérotique, soit une maladie artérielle périphérique ou encore un diabète considéré à haut risque, c'est-à-dire un diabète diagnostiqué depuis au moins 10 ans, traité par de l'insuline ou compliqué d'une maladie microvasculaire. Donc, on incluait quand même des patients qui avaient un certain risque cardiovasculaire, là. OK, mais attends, juste ça, j'ai bien compris, là. Parce qu'on dirait que moi, j'avais retenu que c'était des patients. Tu sais, on dirait qu'historiquement, là, on parle de prévention primaire puis prévention secondaire, right? Mhm. Mais là, tu me dis qu'en fait, il y avait des patients MCAS, là, donc des patients qui avaient eu un examen qui démontrait une maladie artérosclérotique. C'est juste qu'ils n'avaient pas fait de syndrome coronarien aigu. C'est ça? C'est ça. Donc, on parlerait de patients qui ont une MCAS, mais qui n'ont pas mené à un événement clinique, là, qui n'ont pas mené à un infarctus. Aussi des patients qui peuvent avoir une maladie cérébrale, athérosclérotique, mais qui n'ont pas mené à un AVC ischémique. OK, fait qu'on est dans un spectre, disons, un petit peu plus gris que ce que je pensais initialement, où je croyais qu'on avait juste des gens avec des facteurs de risque, le point, là, genre diabète, hypertension, tabagisme. Là. On n'est pas là, là. Non, c'est pour ça que au début, je m'imaginais l'étude comme une étude purement de prévention primaire, mais on est clairement, c'est un continuum, hein, la Ouais, ouais, prévention ouais. primaire, la prévention secondaire. On est probablement à cheval entre la prévention primaire et secondaire. Il y a quand même des patients diabétiques à haut risque qui ont été inclus dans l'étude aussi, qui n'avaient pas de maladie coronarienne ou une maladie cérébrale athérosclérotique, là. Mais Parfait. quand même, c'est un continuum, évidemment. Sinon, pour ajouter une couche de complexité, les patients devaient aussi remplir au moins un critère additionnel qui les plaçait à plus haut risque cardiovasculaire. Puis là, on avait une liste
comme le fait d'avoir 65 ans et plus, le fait d'être fumeur, d'avoir des lipides très élevés. Je dois vous avouer que je peux aller voir la définition dans les suppléments, ou avoir à la fois du diabète et une maladie athérosclérosante. Le but ici de ces critères-là, c'est qu'on voulait avoir une population dont le risque cardiovasculaire était suffisamment élevé pour documenter suffisamment d'événements pour démontrer en fait l'efficacité et la supériorité de notre évolucumab. Fait que ce qui fait du sens, là, qu'on se comprenne bien. On a déjà parlé là, dans plusieurs épisodes, là, l'idée de favoriser un taux d'événement élevé, ça te permet d'avoir une meilleure puissance statistique, de faire une étude moins grosse, moins longue, avec moins de patients, mais de quand même espérer trouver un résultat statistiquement significatif, puisqu'on peut comprendre, parce qu'à un moment donné, le temps, l'argent, les ressources, ça ne s'invente pas non plus. Mais Exact. clairement, j'en tiens qu'on a une population très, très, très à risque, là, probablement. Là. Oui, oui. Parfait. Les patients étaient randomisés dans un ratio 1 pour 1 à recevoir soit l'évolucumab à la dose de 140 mg aux 2 semaines ou un placebo. L'issue primaire, c'était les événements cardiovasculaires, mais qui étaient déclinés de deux façons, là. Ils documentaient le 3-point MACE, qui comprenait la mortalité attribuable à une maladie coronarienne, les infarctus du myocarde et les AVC ischémiques. Ça, c'était la première issue primaire. Il y avait une deuxième issue primaire. C'était les deux co-issues primaires, là. La deuxième issue primaire, c'était le 4-point MACE, qui est la même issue que je viens de vous dire, mais à laquelle on ajoute les revascularisations artérielles de n'importe quel vaisseau, qu'il soit coronaire, périphérique, cérébrovasculaire. Puis pour les issues secondaires, ben, il y en avait vraiment beaucoup. Là, on va bientôt y revenir. Donc, des Parfait. issues primaires quand même assez classiques. Parfait. Si on parle de la population incluse, ça nous donne quand même un total de 12 257 participants, suivis pendant presque 5 ans. Donc, quand même pas mal de monde, avec une durée de suivi conséquente, là, qui est plus longue en fait que les autres grosses études randomisées contrôlées d'inhibiteurs du PCSK9 qu'on a eu dans le passé. C'était des patients âgés en moyenne de 66 ans. L'âge magique. L'âge magique. 60 d'hommes, c'était surtout des personnes caucasiennes qui venaient majoritairement de l'Europe, qui avaient beaucoup de comorbidités. Puis là, je vous en nomme certains en rafale. Donc, 90 d'hypertension, 60 de diabète, 30 de tabagisme, 70 de maladies athérosclérosantes, qu'elles soient coronariennes ou cérébrovasculaires. Donc, c'est des patients qui avaient probablement, comme on se le disait déjà, un très bon risque cardiovasculaire, mais un très mauvais risque Ouais, c'est ça. cardiovasculaire. Ça dépend comment tu le vois, là, mettons. Là. Oui, c'est ça. Le risque cardiovasculaire était très élevé. Puis à part de ça, 90 des patients prenaient des jeunes statines. Je pense que c'est important de le mentionner. 70 prenaient une statine à haute dose, puis 20 prenaient de l'ézetimibe. Ça, c'est bon, ça. Ah, je sais que c'est ta molécule préférée là, en dyslipidémie. Tu prescris ça à tout le monde. Ah, je t'avais dit de pas en parler, là. Alors, qu'est-ce que ça a donné tout ça? Oui, donc pour les deux issues primaires, on constate que l'évolucumab a été supérieur au placebo. Pour les 3-point MACE, on a 6,2 d'événements sous évolucumab contre 8 sous placebo. Différence significative pour un NNT de 56. OK. Donc, ici, il faut juste rappeler que toutes les NNT que je vais donner, c'est sur 50 prises, là. Mhm. Donc, ça, c'est important qu'on l'interprète, là. Si on va comparer contre des NNT d'autres études, il faut regarder le suivi aussi, là. Donc, un NNT à 2 ans versus 5 ans, ça ne s'interprète pas de la même façon. Sinon, pour l'autre issue primaire, les 4-point MACE, on a 13,4 d'événements sous évolucumab contre 16,2 sous placebo. Ça donne un NNT de 36. Donc, quand même, là, une diminution qui reste statistiquement significative. Je pense que c'est important de dire que pour la première issue primaire, les résultats étaient surtout tirés par la réduction des infarctus du myocarde, 2,7 sous évolucumab contre 4,1 sous placebo, ce qui donne un NNT de 72. Pour la deuxième issue primaire, les résultats étaient aussi pas mal tirés par la réduction des revascularisations, 10 contre 12,5 sous placebo, ce qui donne un NNT à 42. On ne constatait pas de différence significative pour la mortalité attribuable à une maladie coronarienne ou encore pour les AVC ischémiques. Ça allait dans le bon sens, mais ce n'était pas statistiquement significatif. Avec beaucoup d'infarctus sur l'ensemble des événements. Là. Parce qu'il y a une issue qui est
cliniquement pertinent. Ah, ben oui, ben oui. Sinon, il y avait quand même beaucoup d'autres issues secondaires là. En rafale, c'était surtout un paquet d'issues différentes de mortalité ou encore plein d'issues composites qui venaient disons, combiner plusieurs des issues que je viens déjà de vous mentionner. Ça En fait, allait, toutes les combinaisons possibles, j'imagine, là, c'est ça? oui, oui, Ouais. puis ça allait pas mal tout dans le bon sens, là. Je pense pas qu'il y a une plus-value ce qu'on donne des chiffres ici. Je me concentrais peut-être pour la fin des résultats à parler un petit peu plus de mortalité, là. Je pense que c'est très pertinent en prévention cardiovasculaire. Quand on regarde la mortalité pour toute cause, on observait une diminution significative avec l'évolucumab. Ouais, j'ai de la misère quand même. 7,9 contre 9,7 sous placebo, ce qui donne un NNT à 56. Euh, donc, quand même, une réduction significative ici sur le plan statistique. Pour la mortalité cardiovasculaire, on constatait aussi une diminution significative, 2,8 sous evolocumab contre 3,6 sous placebo, ce qui donne un NNT de 125. Sinon, en termes de sécurité, effet indésirable, on n'avait pas observé de signal inquiétant. Puis ça, il faut leur donner, là, dans les études de prévention secondaire que tu as mentionné tantôt, Odyssée Fourier, en termes de tolérance, des produits qui s'en sortent quand même très, très bien, là. Oui, tout à fait. Excellent. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ben, il y a plusieurs éléments à mentionner. Je pense en conclusion, c'est une grosse étude de cardio méthodologiquement solide. Il y a beaucoup de patients, beaucoup d'événements. C'est notre, tu sais, on l'a déjà dit, mais c'est notre première étude d'envergure sur les imiteurs du PCSK9 dans une population qui n'a jamais eu d'antécédent d'événements cardiovasculaires, là. C'est une population, par contre, qui prenait pour la très grande majorité une statine. Je pense que ça vaut le coup de le mentionner encore. On a donc ici une étude chez des patients moins à risque techniquement que ce qu'on avait vu précédemment dans les études Fourier et Odyssée, qui étaient vraiment prévention secondaire. C'est des bénéfices en risque absolu qui restent, certains diront peut-être modestes, vu que c'est sur 5 ans, mais en relatif, quand on regarde la diminution des événements cardiovasculaires, on est autour de 25. Hein? Les statines, on est dans la zone du 25 à 35 de diminution relative des événements. Donc, quand même, on remarque ici une diminution qui est, somme toute, assez intéressante. On remarque aussi une diminution de la mortalité, puis de la mortalité cardiovasculaire avec les volocumab. Puis ça, à date, il y avait seulement les statines qui avaient démontré une diminution constante de la mortalité dans le passé. Donc, autre point, je pense, qui mérite d'être soulevé. Là où il y a un enjeu, c'est pas mal sur le prix, là. Euh, Ah, Quand on ben ça. calcule ça, Hmm. il faut donner ce nouveau médicament, ce médicament déjà connu, là, mais à 56 personnes pendant 5 ans pour sauver un événement cardiovasculaire. Le tout pour la modique somme de environ 2 millions de dollars, là, en supposant que le prix reste le même, c'est-à-dire en ce moment de 7 000 dollars par patient par année. C'est sûr que ça fait beaucoup de sous. C'est ça. En fait, tu sais, au final, j'en vois des bénéfices qui sont dans la même direction, clairement, puis dans un ordre de grandeur qui n'est pas franchement différent de ce qu'on avait vu dans Fourier Odyssée, là, numériquement, qui semble un peu meilleur. Dans Fourier Odyssée, on avait une moyenne d'à peu près 15 de diminution relative des événements cardiovasculaires de mémoire. Mhm. Mais bon, je veux dire, si on regardait ces intervalles de confiance-là, j'imagine que tout ça est très superposable. Mais dans Fourier Odyssée, ça donnait des. Puis là, je vais faire des chiffrons, parce que je vais de mémoire, là, mais des NNT autour de 60 quelques, là, genre 65, mais sur des durées genre moitié plus courtes. Mhm. Ce qui représentait donc un coût aussi moitié moins cher. Exact. Mais c'est sûr que ça me semble être moins coût efficace qu'une statine, mettons. On peut dire ça. Fait que c'est ça qu'on est dans l'ajout probablement de traitement pour des patients là, qui veulent optimiser, maximiser leur prévention cardiovasculaire. Puis là, ben, après ça, il y a tout l'aspect prix, assurance, remboursement à prendre en compte, là, mais qui est au-delà de l'étude, évidemment. Mm. Bon, ben merci, Oli. Ben, au plaisir. Sinon, en terminant, une étude qui a testé la colchicine dans une étude randomisée contrôlée contre placebo en COVID longue.
où on a comparé de la colchicine 0,5 mg une ou deux fois par jour, là, c'était selon le poids, à un placebo pendant 26 semaines chez 346 personnes atteintes de COVID longue. Malheureusement, on a mesuré plein d'affaires, là, la fonction respiratoire, on a fait des tests de marche, on a regardé des symptômes anxieux, dépressifs, la qualité de vie, de la fatigue, des marqueurs inflammatoires et ça n'a malheureusement pas fonctionné. Dommage. Absolument, mais bon, chapeau pour avoir essayé. En effet, quand même une étude de plus de 300 participants en COVID longue. Ah ouais, non, ça aurait été une belle nouvelle. Mhm. Fait que voilà pour notre épisode de Club de lecture. Je sais pas, on dirait que c'est comme un baptême, Amélie, mais bon, t'es venue déjà quelques fois. C'était-tu ton premier épisode, ça? C'était ton premier épisode à titre de co-animatrice régulière et permanente jusqu'à ta mort, c'est ça? Exactement. Mais là, on a dit pour les prochains 20 ans. Parfait. P, comment t'as trouvé ça? Ben écoute, le métier va commencer à rentrer, là. On se laisse le temps. Ben, évidemment, là, puis je pense que c'est raisonnable, là, on va s'ennuyer d'Isabelle, mais on est très, très content que tu aies accepté de te joindre à nous. Oui. Je vais essayer d'être à la hauteur et de marcher dans ses traces. Je sais pas si ça va nous écouter, hein? Je sais pas si elle a le droit. Ah, non, ben, je pense qu'elle a le droit. Ouh. Est-ce qu'elle va le dire tout haut, par contre? Coucou, Isa! Fait qu'en terminant, petit message habituel, évidemment, si vous avez des plaintes, des critiques, des commentaires, des questions, vous invite à communiquer avec Olivier. Sinon, Toujours ben, fidèle au poste. on s'en parle bientôt. Ciao, ciao. C'est bon, salut, là. Ciao! L'information contenue dans cette balado-diffusion est à titre indicatif seulement et ne remplace en rien l'avis ou le jugement d'un professionnel.